moi, ce qui m'intéresse dans un pitch, c'est la personnalité de l'entrepreneur et le profil de l'entrepreneur, le porteur du projet. Ah, pas le projet, pas l'idée du projet. Bon, le projet, c'est le projet, je m'explique. C'est le projet qui présente. C'est que le projet, la pertinence du projet m'intéresse. D'accord? Mais le projet il s'inscrit dans un environnement. Passionné de digital, bonjour. Bienvenue dans le Griot Digital, votre podcast hebdomadaire qui décortique pour vous tous les enjeux de l'évolution numérique dans le monde, en Afrique et plus particulièrement en Guinée. Aujourd'hui, nous tendons les micros à un véritable bâtisseur, pas bâtisseur de briques, mais bâtisseur d'écosystème. Il est un membre très influent de l'écosystème guinéen, le fondateur de Trusty SAS, une solution numérique qui vise à booster les entreprises guinéennes qui œuvrent dans le domaine de la technologie. Notre invité est également détenteur d'un master en finance et contrôle. Il traîne derrière lui plusieurs années d'expérience institutionnelle et publique. Un véritable poids lourd de l'écosystème en Guinée. Avec lui, nous allons aborder tous les enjeux liés au développement de l'écosystème digital en Guinée, autour du thème « Financer et structurer l'écosystème numérique en Guinée ». Vision d'un bâtisseur. Ce bâtisseur, c'est bien évidemment M. Ibrahima Khalil Kaba. Une fois de plus, bienvenue dans le Griot Digital. Titulaire d'un Master 2 en finance et contrôle polytechnicien, certifié en management des organisations, il a choisi de rentrer chez lui en Guinée ici pour faire partie des grandes figures qui bâtissent l'écosystème du digital. Avec M. Kaba, mesdames et messieurs, nous allons parler le tour, le pourtour et le contour d'une thématique aussi importante que passionnante. Cette conversation, installez-vous confortablement, elle va vous être très bénéfique parce que nous avons affaire avec un homme qui connaît l'écosystème, un homme qui a un parcours très impressionnant et il va mettre ici, tout au long de cet échange, il va parler de son parcours, de sa vision, de comment on peut être présent sur le marché numérique mondial. Bonsoir M. Kaba. Bonsoir monsieur. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans le Griot Digital. Alors, dans quel état d'esprit vous vous retrouvez dans nos locaux? Alors, d'abord, merci pour cette invitation et je tenais tout d'abord à vous féliciter pour cette initiative parce qu'on a besoin de ces espaces au moins pour pouvoir réunir les acteurs pour que les acteurs puissent se rencontrer, échanger et discuter sur des questions et des problématiques aussi centrales comme celles que vous venez d'annoncer. Donc, je suis très heureux d'être là et j'en profite aussi pour remercier Maïmouna qui est de la structure qui nous a vraiment accompagnés sur toute la communication digitale de Guinée FinTech Week, l'édition 2024. Donc moi je me sens ici chez moi, je suis très ravi d'être là. Ok, je ne suis pas allé au bout de votre parcours parce qu'il est énorme ce que vous faites. Alors dites-moi, tout est parti d'où pour que vous vous sentiez responsable, pour que vous vous sentiez redevable à votre pays, à l'Afrique entière et au monde entier pour vous lancer dans l'écosystème digital, notamment dans la partie financière? Alors, je veux dire, pour faire simple, moi j'ai voulu jouer ma partition. Alors, ça consiste à quoi? L'idée c'est de rendre un peu ce que tu as reçu des autres, d'accord? Je veux dire que j'ai été très très chanceux parce que pour revenir un peu sur le parcours, moi j'ai étudié ici, j'ai fait le lycée et autres. Après j'ai travaillé 3 ans quasiment à la Société Générale. Après j'ai arrêté pour aller faire un master 2 en finance, audit et contrôle de gestion au Sénégal dans une polytechnique. Après j'ai travaillé dans une banque au Sénégal, je travaille dans un cabinet qui accompagne les collectivités locales et aussi les entrepreneurs sur les questions de développement, les questions de structuration de projets. Donc je me suis dit, pour être utile, je préfère être utile chez moi. Je suis rentré, c'est ce qui m'a poussé à venir ici pour jouer ma partition, me développer parce que je me dis que moi la réussite est sociale et cette réussite je vais la bâtir à partir de chez moi. Mais donc la raison est simple, je suis venu pour servir. Ok. Il n'arrive pas souvent que les gens sortent de leur zone de confort. Vous étiez là, vous avez déjà trouvé un bon boulot. Vous pouvez vous dire, écoute, je me contente de ça, mais pourquoi vous avez décidé à un moment donné de suspendre votre activité professionnelle et aller encore apprendre davantage? Alors, moi je pense qu'il faut... Le meilleur investissement, c'est la formation et l'éducation. Et moi, ma vocation, c'est être dans l'entrepreneuriat parce que moi, je suis d'un père entrepreneur.
Moi, je suis venu, je vais dire que tu es l'un des derniers de la famille. Je trouvais que mon père, il avait son entreprise. Il a une imprimerie. Pour les anciens, pour ceux qui sont encore plus anciens, ils le savent. Donc, c'était les pionniers de ce secteur ici, qui est devenu maintenant digital de ce secteur. Donc, du coup, moi, je suis allé travailler ailleurs, dans les autres entreprises. C'était pour acquérir de l'expérience. D'accord? Avoir de la référence, apprendre à travailler en dehors de la famille et puis revenir maintenant pour créer ma boîte. Donc le déclic dont vous parlez, j'étais à la Société Générale, après j'ai quitté dans une banque de la place, je fais pas de la publicité, je suis parti pour me former parce que je suis de ceux qui pensent que si tu dois être entrepreneur, il faut de la compétence, d'accord? Il faut un réseau, d'accord? Et il faut vraiment monter en compétence. Donc sur ce, il faut aller apprendre ailleurs, d'accord, voir les meilleures pratiques, tisser sa toile et revenir maintenant pour pouvoir développer sa propre boîte. Et justement, quand vous êtes revenu, en quittant la Guinée, vous l'avez laissé dans un état du point de vue numérique, du point de vue digital. À votre retour, d'abord, quelle lecture avez-vous faite d'abord dès que vous êtes revenu? Comment vous avez trouvé l'écosystème? Alors, bon, moi je suis revenu en 2016. Hein. J'ai fait que 7 ans après, je suis revenu. Donc, quasiment, ça bouge. Parce que il y a des gens qui prennent des initiatives. On est sur un cas comme ça. C'est des jeunes qui ont monté ce projet parce qu'ils croient à l'avenir de ce pays. Ils ne sont pas pessimistes, ils sont optimistes. Ils savent que les bâtisseurs doivent venir d'ici. D'accord? Donc, globalement, il y avait une dynamique qui est là. Mais moi, quand je suis venu, pour être humble, j'ai été très chanceux. Parce que je me suis associé à mon retour avec un ami. On était sur un projet. Entre-temps, j'ai eu la chance d'être appelé par Sabutech pour mettre en place l'incubateur. Donc c'est ce qui m'a mis vraiment dans l'écosystème entrepreneurial, c'est-à-dire version start-up, version digitale, comme ce qui doit être le sujet d'aujourd'hui. Alors, vous avez trouvé beaucoup d'acteurs sur le terrain, comme vous êtes en train de l'évoquer, avec beaucoup d'humilité. Sur quel aspect vous avez voulu travailler entrepreneurial, sur quel aspect notamment du point de vue de l'écosystème digital? Comme je dis, moi j'ai été très chanceux parce que j'ai été associé au lancement de ce projet. Donc du coup, vu que les initiateurs du projet c'était un grand réseau, ils avaient la capacité quand même de nous mettre en contact avec des gens qui ne sont pas des moindres ici pour promouvoir l'idée et puis essayer de vulgariser l'idée d'incubation. Donc moi mon premier projet c'était de passer dans toutes les universités de la place, d'accord, pour parler d'incubation, pour parler de start-up. Et ça, à l'issue de cela, on a lancé un premier appel à candidature pour pouvoir recruter les startups qu'on devrait accompagner au sein de cette structure d'accompagnement. Donc, on va dire que les porteurs de projet, les initiateurs de projet, ils étaient vraiment engagés. C'était vraiment, parce que je pense que c'était c'est la société Bolloré qui était à l'initiative. Elle était logée dans la Blue Zone de Dixine qui est derrière vous ici. Donc du coup, il y avait de quoi pouvoir avancer sur le projet. Donc ça, à l'issue de cela, bon, on a lancé le projet, moi je ne suis pas resté longtemps. Je suis parti parce que après j'ai été recruté par la Banque mondiale au compte d'un projet qui était logé au niveau du ministère des Mines où je suis allé travailler. Mais vu que j'étais du secteur, j'avais certains jeunes entrepreneurs qui me faisaient recours pour pouvoir les accompagner et puis les conseiller sur leurs projets. J'ai eu l'initiative de lancer Trusty, qui est une structure d'accompagnement en entrepreneuriat innovant. Là, nous investissons dans les projets à fort potentiel de croissance. On cherche des jeunes sérieux porteurs de projets pour pouvoir co-construire des entreprises avec eux et essayer de développer. Très bien. Ces jeunes-là, est-ce que vous les avez trouvés? Oui, alors, au tout début, on faisait du studio. On trouve des idées de projets qu'on essaie de développer en interne. Après, essayer de le sortir de Trusty. C'est dans ce cadre on a pu avoir KF Digital. D'accord, c'est dans ce cadre on a eu à avoir Vite Mon Biais, c'est dans ce cadre on a pu lancer Horizon Voyage Guinée, qui sont des startups dans le domaine aussi de la tech, mais tech, genre fintech pour la billetterie, digital, KF Digital pour tout ce qui est conception de site web, design, intégration de solutions, et puis print pour revenir sur le métier de la famille, tout ce qui est impression sur tout type de support. Voilà. Okay. En observant toutes vos actions à distance, nous, les gens de l'extérieur, nous vous voyons comme un véritable stratège de l'écosystème digital. Mais vous, comment vous vous voyez? Alors,
Moi, je me vois comme un acteur de l'écosystème. Comme je vous ai dit, ma vocation, c'est de bâtir, c'est de construire. J'essaie de jouer mon rôle au sein de l'écosystème. Ça passe par quoi? Ça passe déjà par créer des structures. Ça passe par organiser des événements que nous positionnons comme une vitrine pour les talents guinéens et où toutes les ressources, les esprits brillants peuvent se rencontrer, discuter des problématiques qui assaillent cet écosystème, c'est-à-dire des problématiques liées au cadre légal, à l'accès au financement, à la structuration de projets et les compétences et la mise en relation des acteurs pour pouvoir bâtir un écosystème capable d'offrir un environnement plus propice à l'entrepreneur pour qu'il puisse s'épanouir. Okay. C'est d'ailleurs ce qui m'a plus intéressé à prendre part à ce podcast, parce que le sujet que vous avez annoncé, j'ai trouvé ce sujet très très intéressant et il faut vraiment communiquer là-dessus et que moi je donne mon opinion là-dessus, peut-être que ça peut servir à quelque chose. Ouais, absolument. Accompagner les startups, c'est pas seulement des conseils, c'est pas seulement des conseils. Parfois, est-ce que vous êtes amené à vous mettre à leur place? Pourquoi d'abord en ce qu'ils portent comme projet et avant de vous engager pleinement? Est-ce qu'à leur place, parfois, vous portez le fardeau de leur projet au-delà des conseils que vous donnez? Comment ça se passe? Expliquez-nous. Alors, nous, au niveau de Trusty, on ne se limite pas aux conseils. D'accord? On fait quasiment de l'accompagnement. C'est ce que je vous ai dit à l'entame de ma communication, que nous investissons minoritairement et nous accompagnons ces entreprises. D'accord? Et dans le process d'accompagnement, nous avons fait un choix. On a voulu se positionner au niveau de l'accélération. C'est-à-dire, nous accompagnons des entreprises qui ont déjà un produit ou un service sur le marché, qui ont déjà commencé à commercialiser. Qu'est-ce qu'on les apporte concrètement? Pour faire simple, d'accord, à la différence de l'incubation. On fait du business développement pour eux, on les aide à développer leur portefeuille de services et de produits en essayant de booster, de mettre des mécanismes les permettant de booster, de développer la vente, le chiffre d'affaires. S'ils sont dans la tech, d'accord, ils n'ont pas d'ingénieur, ou bien ils veulent affiner ou un peu aller loin sur des solutions, on les fait des offres de CTO pour qu'ils puissent au moins avoir de l'expertise, de l'ingénierie, la compétence permettant vraiment d'affiner les solutions qu'ils ont, d'accord? On les propose notre réseau, soit de consultants ou d'experts, d'accord, pour pouvoir atteindre pour régler ces problèmes. Absolument. Et aussi, on les facilite l'accès au financement. Mais en amont de tout cela, on les envoie au sein d'un programme qu'on appelle un programme d'accélération pour les aider à bien structurer leur projet. Parce qu'on pense qu'avant de mettre de l'argent, il faut préparer l'entrepreneur, la start-up, à pouvoir avoir un modèle économique qui est vraiment viable, qui lui permet de pouvoir créer de la valeur. Et ça passe par la structuration. C'est-à-dire, c'est de la formation, c'est de l'éducation, c'est le coaching, c'est le mentorat, d'accord? Et c'est les aider à avoir les documents vraiment les permettant de faire face aux investisseurs en termes d'état financier, en termes de dette de présentation, en termes de pratique même de comment pouvoir présenter son projet, pouvoir convaincre un investisseur pour qu'il puisse au moins mettre de l'argent sur son projet. Justement, est-ce que par rapport à ça, avant d'engager par exemple une start-up avant de mettre une start-up dans votre processus, dans votre programme d'accompagnement, est-ce que préalablement vous avez des critères ou alors après, au-delà de ces critères, lors de la prise de contact avec ces start-up-là, comment se passe, comment vous procédez pour les mettre dans le programme? Alors, nous lançons toujours un appel à candidature. D'accord. Pour faire simple, on a deux cohortes au niveau du programme d'accélération que nous sommes censés sortir. Une cohorte de 5 entreprises, ou si vous voulez, 5 startups. Sur 5 mois, d'accord. On lance un appel à candidature plus tard le 10 décembre. D'accord. Ils ont au moins une vingtaine de jours de préparer les documents, lire un peu ce que nous avons comme exigence pour pouvoir postuler. Après, on organise un concours. D'accord. Ce concours est organisé pour qu'ils viennent présenter tout ce qui ont été retenus. Ils viennent présenter leur projet devant nous, notre jury qui est constitué de notre équipe. On retient 10. Sur les 10, les 5 premiers, on les met dans la première cohorte pour 4 mois pour pouvoir les accompagner.
D'accord? Quand ils sortent, soit on les présente à un réseau d'investisseurs, parce qu'on a Gain qu'on a aussi initié, qui est le réseau de Business Angels, c'est-à-dire des investisseurs potentiels, on les présente. D'accord? S'ils sont intéressés par les projets pour qu'ils rentrent dans leur capital, les apporter du financement. Ou à défaut, nous-mêmes, on essaie de voir si on peut mettre des tickets sur eux pour être copropriétaire de la boîte à hauteur de 10 à 15% au maximum et les accompagner. Et en aval, on essaie de les proposer un programme post-accompagnement pour pouvoir les suivre 6 mois après la sortie. Donc pour faire simple, pour résumer, dans l'année, on sort 10 entreprises, 2 cohortes de 5-5 dans le processus d'accompagnement. Et pour pouvoir avoir accès au programme, c'est toujours pas sur la base d'un appel à candidature que nous lançons. On organise des concours de pitch. Ceux qui sont retenus entrent dans le programme sur la base des négociations et des accords qu'on fixe au préalable. Ok. Est-ce que, M. Kaba, on peut parler de bilan à mi-parcours aujourd'hui, les entreprises, les startups que vous avez déjà accompagnées, et comment se portent-elles? Est-ce qu'on peut évoquer ce bilan à mi-parcours? Oui, on va dire que les 2 premières cohortes se portent bien parce qu'aujourd'hui, je me suis fait accompagner par l'une des startups qui est passée chez nous. Il est déjà de la communauté Trusty, donc du coup, je suis même avec lui, M. Cabinet qui est avec moi, il est sur KF Digital. Voilà. Donc, on a KF Digital qu'on a sorti, on a Vite Mon Billet qu'on a sorti, on a Horizon Voyage qu'on a sorti, on a Camofib qu'on a sorti, on a Paiement Pro qu'on a sorti, mais qui a juste des petites difficultés actuellement avec la licence PSP qu'on est en train de négocier. Il y a Vite Mon Billet, il y a Pvite aussi, une start-up nigériane aussi qui était de l'accord 2024. Voilà, je ne me rappelle pas de tout, mais on a au moins certaines start-up qui sont sorties de... Ok, c'est assez élogieux des porteurs de projets qui nous regardent dans ces moments. Peut-être vont, pour certains qui vous découvrent pour la première fois, vont vouloir dire « Ah tiens bon, voilà la destination que je peux me souhaiter ». Alors, vous avez parlé tout à l'heure pendant votre processus de recrutement des startups, vous avez évoqué des comités de jury, une compétition, les entreprises vont faire des pitchs. Alors, ces pitchs-là, justement, qu'est-ce qui retient votre attention? Est-ce l'histoire qui est derrière? Est-ce la pertinence du projet qu'ils portent? C'est quoi réellement? Qu'est-ce qui vous dit en tant que vous êtes dans une commission de jury? Qu'est-ce que vous dites? Voilà le candidat qu'il faut, voilà le candidat qu'il faut. C'est quoi le secret des cassés? Alors, là, je vais me mettre dans la peau d'un investisseur, d'un business angel. Moi, ce qui m'intéresse dans un pitch, c'est la personnalité et le profil de l'entrepreneur, le porteur du projet. Ah, pas le projet, pas l'idée du projet. Bon, le projet, c'est le projet, je m'explique. C'est le projet qui présente. C'est que le projet, la pertinence du projet m'intéresse. D'accord? Mais le projet, il s'inscrit dans un environnement. Les hypothèses qui l'ont permis de monter ce projet, c'est fait par rapport à un temps précis. D'accord? Ce contexte peut changer. Ce qui m'intéresse, c'est la capacité de l'entrepreneur à pouvoir pivoter quand il est dans un environnement changeant. C'est-à-dire les hypothèses qui sont là sont plus vérifiées parce qu'il y a un phénomène qui s'est posé, il ne les maîtrise pas. Mais il peut avoir la capacité d'aller sur autre chose. D'accord? Donc là, j'essaie de voir c'est quoi le parcours de l'entrepreneur. C'est quoi la conviction de l'entrepreneur. Comment il me présente ce projet. Comment il scène son environnement. Et là, ça c'est très très pertinent pour moi. Ça veut dire que moi, je mets l'argent sur la personne, pas sur le projet. Pas sur le projet. Ouais. Alors, sauf qu'il peut arriver qu'une personne porte un très bon projet, mais que cette personne n'ait pas forcément des compétences linguistiques lui permettant d'emballer les jurys tutélaires dans des envolées lyriques. Est-ce que vous êtes assez indulgent par rapport à ces cas spécifiques-là? Encore une fois, moi, la langue ne peut pas être une barrière quand j'évalue les projets. Parce que moi, je n'investis pas sur un projet, j'investis sur l'homme, l'équipe, l'humain, l'équipe qui est derrière. Au prime abord, chez nous, les solopreneurs, les entrepreneurs qui sont seuls, ce n'est pas parce qu'ils ne nous intéressent pas, mais c'est de deux choses ou l'une. Votre projet est intéressant, mais on prend des parts dedans pour aller en équipe avec vous. Si oui, on peut le financer. Mais au-delà de ça, on préfère travailler avec une équipe. L'équipe, elle est très très importante. L'équipe qui porte le projet et la complémentarité de profil.
des profils autour du projet, la somme d'expérience autour du projet, chez nous, sont très déterminantes, sont très déterminantes. On s'accentue beaucoup plus sur ça dans le recrutement des projets, dans le sourcing des projets, qu'un entrepreneur qui parle très bien et autres. In end of the day, c'est pas ce qui est important, parce que le projet, c'est pas un jour, c'est pas 2 jours. Une entreprise, c'est 99 jours, 10 ans. Il a ce projet. Donc du coup, s'il est seul, pour nous déjà le projet est risqué. C'est soit on s'associe avec lui parce qu'on est aussi investisseur, ou on peut le conseiller à trouver un cofondateur avec qui il peut aller pour atténuer un peu le risque. Donc pour faire simple, on est beaucoup plus focus sur l'équipe, l'expérience de l'équipe, le parcours de l'équipe, surtout des équipes qui ont déjà commencé, qui ont échoué, ou des entrepreneurs qui ont échoué ça et là, qui se mettent ensemble pour pouvoir porter un projet. J'ai plus confiance à ces entrepreneurs que les entrepreneurs qui n'ont jamais connu l'échec dans leur vie, mais qui parlent bien français et anglais. Justement, ces entrepreneurs n'ont pas forcément les mêmes parcours. Il y en a qui ont déjà un niveau débutant, il y a d'autres qui sont à un niveau un peu plus poussé. Est-ce que votre programme d'accompagnement est adapté aux besoins de chaque entreprise que vous prenez? En fait, comme je vous ai encore dit, on cherche des entrepreneurs qui sont déjà sur le marché, c'est-à-dire qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 0, au moins qui ont vendu à une seule personne. On peut travailler avec lui. Pour la bonne et simple raison que pour pouvoir vendre ce 1 franc, en fait, c'est tout un processus pour en arriver là. Donc, il est déjà sur le marché. Ce qui fait qu'on ne fait pas de l'incubation. On peut proposer des conseils ou bien des services d'incubation aux besoins, mais notre ADN, c'est l'accélération. D'accord? On est sur l'accélération, on est focus sur les boîtes tech, au moins, qui ont déjà un MVP, quoi, qui a un minimum de produits ou bien de solutions déjà commerciables. Ok. Bien que ces entreprises soient déjà sur le marché avec un chiffre d'affaires supérieur à 0, comme vous le dites, mais du point de vue d'une observation globale, comment vous évaluez très souvent leur niveau dès le début, dès les premières heures de prise de contact avec elles? Alors, c'est au cas par cas, hein, parce qu'en amont, au tout début, on pose toujours un diagnostic. D'accord? On fait un diagnostic pour connaître l'état des lieux. Exactement. Et connaître à quelle étape l'entrepreneur se trouve. Et je pense que la question même là est réglée parce que notre appel à candidature, il y a des critères. On recrute sur la base des critères. Donc à ce niveau, on gère ce problème. C'est-à-dire ne seront en face de nous que les entrepreneurs qui rentrent dans nos critères. Et tout le travail qui sera fait une fois dans le programme doit permettre à l'entrepreneur de sortir au moins avec un modèle économique bien défini, d'accord, qui a une idée de son marché clair et déjà qui est capable de pouvoir vendre ou bien développer son entreprise. Très bien. Voilà. Guinée FinTech Week est l'une de vos principales armes de développement. Alors, lorsqu'on évoque ce concept-là, quel est le message profond que ça suscite en vous? Alors, Guinée FinTech Week, pas notre arme, on va dire, de destruction. Mais comment je vais... Je ne parle pas de destruction, j'ai dit l'une de vos principales en fait, notre principale arme, en fait, je reviens sur Trusty. Au niveau de Trusty, nous avons 3 domaines d'activité stratégiques. Vous avez Trusty Accélérateur, qui est le programme d'accélération, on a beaucoup plus parlé de ça. On a Trusty Seed Factory, qui est notre fonds d'amorçage en gestation en interne pour pouvoir financer. D'accord? Après, on a Trusty Academy, qui est notre structure de formation. Okay. D'accord? On fait de la formation, renforcement de capacité, que ce soit en management, que ce soit en tech et autres. Là même, on a des codes qu'on a déjà sortis parce que on a eu certaines entités qui nous avaient confié mandat de pouvoir former des gens en réseau, en technologie Huawei, en Cisco, en Windows Server, en Linux. Donc on a au moins plus de 100-200 personnes, jeunes qui sont passés depuis 3 ans qui ont bénéficié de ces formations. Donc voici les 3 leviers, les 3 business units au sein de Trusty. Guinée FinTech Week est un événement, comme je dis, une vitrine où on essaye chaque année de réunir tous les acteurs de l'écosystème guinéen, que ce soit la tech et autres domaines, pour venir discuter. C'est structuré en 3 parties. Vous avez des panels de discussion où on recense les termes, les thématiques pertinentes
qui peut susciter de l'intérêt aux acteurs clés de l'écosystème pour pouvoir, l'écosystème, j'espère qu'on va en parler un peu parce qu'on a un écosystème vraiment qui peine fragmenté où il faut vraiment faire du travail pour pouvoir aider les entrepreneurs à aller vite. Je m'attendais à des questions sur ce côté. Pour rester sur Trusty, on réunit tout le monde pour pouvoir discuter, par exemple, des défis, les opportunités et les difficultés auxquelles les acteurs sont confrontés pour pouvoir vraiment driver leur activité. On propose aussi de l'exposition. C'est-à-dire il faut lier au moins une couche aussi commerciale. Ceux qui viennent, qui sponsorisent, ils ne se limitent pas juste à sponsoriser. On leur donne de l'espace où ils peuvent venir exposer leurs solutions pour faire les démos ou bien mettre leur stand, les produits et services pour que les clients qui viennent, parce que minimum au moins on mobilise plus de 800, 700, 800 personnes, voire 1000 personnes qui viennent. Donc quand ils viennent, il faut mettre au moins une vitrine commerciale où ceux-ci peuvent venir exposer les solutions. Et au-delà de ça, on a des side events où on fait des formations, on organise des ateliers dans les universités, dans les incubateurs et dans d'autres entités. Nimba Hub même l'année dernière avait accueilli un événement ici, une formation très très intéressante où on fait venir des experts des autres pays pour venir partager leur expérience, leur vécu. Donc pour faire simple, Guinée FinTech, c'est vraiment un espace où on réunit les cerveaux, les experts, les parties prenantes de l'écosystème pour échanger, exposer et trouver des solutions aux problèmes vraiment auxquels notre écosystème est confronté, notamment dans le domaine de la technologie et plus précisément sur les FinTech. Très bien. Monsieur Kaba, toutes les actions que vous évoquez, il y a un seul point commun pour toutes vos actions, c'est celui de bâtir l'écosystème numérique en Guinée. Mais avant de bâtir, avant de bâtir d'abord, on a besoin de faire un diagnostic. Alors vous, votre regard, quelle lecture faites-vous aujourd'hui du point de vue globalement, quelle lecture faites-vous de l'état actuel de l'écosystème numérique en Guinée? Alors, pour faire simple, on a une dynamique, on a de la volonté, on a des talents. D'accord? Ce diagnostic est partagé. Nimba Hub est déjà une preuve palpable. Exactement. D'accord? Parce que c'est elle qui héberge, la structure qui héberge aujourd'hui cet événement pour discuter d'une problématique centrale comme la mise en place d'un écosystème. Mais le constat, c'est quoi? Nous avons un écosystème fragmenté, peu structuré, d'accord, et mal coordonné. Et en plus sous-financé. Parce que je pars du principe que tout ce que je vois ici, c'est du bootstrapping, ça se fait sur fonds propres. Et la question de l'innovation, c'est une question centrale qui doit être portée par les politiques publiques. Parce qu'in fine, tout ce que ceux-ci font, c'est pour pouvoir créer de la valeur, créer de l'emploi, créer de la richesse. D'accord? Donc le constat, c'est ça. On a un problème d'articulation de l'écosystème. On a un écosystème qui est très fragmenté, il n'y a pas de financement, sous-financé, et il n'y a pas de coordination parce que les acteurs ne se mettent pas ensemble pour atteindre une certaine masse critique pour pouvoir impacter. Ça, c'est le constat. Qu'est-ce qu'il faut que moi je propose? Selon moi, mon opinion et mon expérience. Avant d'arriver aux solutions, vous avez fait un tableau peu reluisant de notre système, de notre écosystème. Évoquons d'abord des causes profondes avant de pouvoir proposer des solutions comme vous étiez en train d'en venir. Quelles sont les causes profondes de ce tableau peu reluisant de l'écosystème numérique en Guinée? Oui, en fait, c'est que d'abord, c'est quoi un écosystème? C'est un ensemble interconnecté d'acteurs, d'institutions, de règles, de lois, d'accord? Jusque-là, pour pouvoir permettre le bon fonctionnement ou bien permettre à l'entrepreneur de pouvoir tirer son épingle de jeu. Donc c'est un ensemble d'acteurs qui sont ensemble, gouvernés par les règles, d'accord, le cadre légal et réglementaire, motivés par les conditions, les mesures d'incitation qui y sont là, d'accord, pour atteindre un objectif, pour pouvoir fonctionner. C'est ce cadre-là qu'on appelle l'écosystème. Pour présenter ça de façon triviale, simple, d'accord, voilà. Maintenant, est-ce que de vous à moi, vous avez tout ça?
mis en place? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez un cadre où vous avez un État catalyseur qui joue pleinement son rôle? En termes de structuration, c'est-à-dire structurer des mécanismes de financement appropriés pour que les entrepreneurs puissent s'en sortir facilement. Est-ce que ça existe? Ça c'est la première question. 2, est-ce qu'aujourd'hui vous avez un cadre légal et réglementaire facile à comprendre, à interpréter, pour qu'aujourd'hui, quand je veux lancer ma fintech ici, que je puisse avoir facilement accès à la licence PSP par exemple? Est-ce que c'est là? Non. Est-ce que vous avez un guichet aujourd'hui quand vous avez un business model, un business plan bien bancal, où vous puissiez en moins de 48 heures ou 72 heures lever des fonds? Ça existe? Est-ce que vous avez des infrastructures aujourd'hui qui vous permettent vraiment de pouvoir travailler à moindre coût de façon efficiente? Bien malgré qu'on sait que des initiatives sont là, ça se fait. Est-ce que c'est optimal à ce point maintenant en 2025? Est-ce que ça existe? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une certaine coordination de tous les efforts pour pouvoir réellement booster carrément, comment dirais-je, ce travail qui est en train d'être fait dans le domaine de l'innovation de façon efficiente? Non. Donc on a un écosystème qui se construit. Je ne suis pas pessimiste, je sais ce qui se fait. Hier, je suis sorti d'un événement qui parlait de ces questions. Il y a 2 semaines de cela, il y avait un événement où on parle de l'innovation, où on parle de l'intelligence artificielle, où on parle de blockchain. Les initiatives individuelles sont là. Mais ça doit être chapeauté par un État qui doit être à l'avant-garde de tout ça, d'accord? Qui doit faire de l'anticipation, qui doit essayer de regarder hors de nos frontières quelles sont les meilleures pratiques, d'accord, qui sont là pour les implémenter ici, pour qu'on arrête de dire au Sénégal ça se passe bien, en Côte d'Ivoire ça se passe bien. Donc ces initiatives-là, il faut qu'on puisse les avoir, pour qu'on puisse dire aujourd'hui que oui, on a un écosystème vraiment qui peut nous permettre de créer des champions. Comme j'aime le dire, un écosystème n'a pas vocation à créer un champion, mais des champions. Un écosystème n'a pas vocation à dire oui, à la Silicon Valley, ça passe comme ça. On peut créer nos vallées ici, ancrer sur nos réalités, financer sur nos moyens, si la volonté y est et s'il y a de l'engagement. Ok. Le diagnostic est fait, les causes sont connues. Alors, au regard de tout ceci, qu'est-ce qu'il faut concrètement pour donner une dynamique beaucoup plus costaud pour pouvoir accélérer la construction de cet écosystème-là? À mon sens, c'est 3 leviers. Le premier, il faut qu'on ait un État catalyseur, d'accord, qui définit un cadre légal et réglementaire vraiment propice au développement de l'innovation et de la créativité, c'est clair, et qui met les infrastructures aussi en place, mais de façon vraiment efficiente et proactive. Ça, il le faut. Il faut qu'on ait des structures d'accompagnement professionnalisées, d'accord, équipées, d'accord, et interconnectées pour pouvoir former, éduquer, sensibiliser et aider les entrepreneurs à monter en compétences. C'est obligatoire. Il faut qu'on ait des systèmes d'enseignement, que ça soit supérieur, d'ailleurs à la base, d'accord, qui forment bien les jeunes. Comme ça, après, les structures d'accompagnement auront des entrepreneurs de qualité bien formés, d'accord, en termes de leadership, en termes de soft skills, en termes de compétences métiers, pour qu'ils puissent vraiment, comment dirais-je, mener à bien les projets. Donc, pour résumer, le premier levier, c'est un État, comment dirais-je, catalyseur. Il faut qu'on l'ait. Il faut qu'on ait des structures d'accompagnement qui sont vraiment à la hauteur de leur mission, c'est-à-dire qui montent en compétences professionnalisées, ayant des infrastructures, comment dirais-je, adéquates. Et 3, il faut qu'on ait vraiment, il faut que l'entrepreneur puisse trouver sa place, s'installer confortablement dans cet écosystème-là, pour qu'on puisse au moins vraiment démarrer, quoi. Avoir des champions qui pourront porter, comment dirais-je, le défi de la mondialisation. Alors, toutes les solutions que vous êtes en train de proposer, vous évoquez l'État comme un acteur majeur. Est-ce qu'aujourd'hui, dans vos différents programmes, est-ce qu'il y a des collaborations avec les autorités? Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes motivé par rapport à... Est-ce que d'ailleurs il y a une interaction avec les autorités et comment ça va avec elles? Alors, nous, on est une entreprise privée. Ce qu'on attend de l'État, c'est un cadre vraiment favorable à notre développement. D'accord? Et secondo, c'est des mesures d'incitation pour que nous puissions vraiment faire notre mission, accomplir notre part du mandat. 3, c'est avoir vraiment des mécanismes de financement vraiment bien adaptés aux besoins qu'on puisse avoir. On peut appeler ça subvention, on peut appeler ça des prêts à taux zéro, ou bien tout type de mécanisme, que ce soit des mesures d'incitation fiscale, réglementaire et autres, pour que nous puissions vraiment, à l'instar des autres pays, mieux accomplir notre mandat, notre mission.
On a une vision, on n'attend pas l'État, d'accord? On travaille sur fonds propres. On est très ouvert quand même à travailler avec l'État et les grandes entreprises. J'allais en venir. Parce qu'un écosystème qui marche, tous ces pays qu'on cite, c'est qu'on a des grandes entreprises qui travaillent, qui mettent des politiques d'open innovation en place pour pouvoir aider l'écosystème à bien se développer. Parce qu'eux, ils ont les gros moyens, ils ont de l'expertise, d'accord? Ils ont un savoir-faire, d'accord? Donc, si vraiment ils essaient de travailler avec les autres acteurs, ça peut permettre de les tirer aussi vers le haut et in fine, au moins, aider tout un chacun à s'en sortir, quoi. Est-ce que toutes ces failles que vous venez d'évoquer ont de l'impact sur vos programmes à vous? Oui, mais nous serons très heureux aujourd'hui d'avoir, par exemple, un programme d'Open Innovation avec Rio Tinto ou bien avec Winning. Ils ont les gros moyens, ils ont des experts qui vont venir ici, même chez eux, ils ont des gens vraiment qui ont tout un parcours, qui peuvent être des mentors. Imaginez un peu que vous avez des cadres de ces entités, par exemple, qui peuvent mentorer vos entrepreneurs. Toute cette somme d'expérience qu'ils peuvent partager avec eux. Supposons aujourd'hui que ces structures, par exemple, dans le cadre de la RSE, par exemple, si vous avez une cohorte que vous sortez ou bien des programmes que peut dire que oui, nous mettons tel montant à disposition pour que vous puissiez vous équiper, pour que vous puissiez accompagner ces jeunes. Ou bien qu'ils disent que oui, chaque année, les 10 cohortes que vous sortez, nous pouvons les financer parce que nous, nos programmes sont à vendre, ce n'est pas gratuit. Voilà, on n'est pas l'État. Vous voyez un peu. Donc, il faut aujourd'hui réfléchir sur ces mécanismes, trouver des gens qui peuvent financer par exemple ces programmes. Comme ça, vous pouvez faire venir des experts ici. Alors, pour pouvoir mieux former ces gens, payer des formations pour eux, payer des consultants ou des coachs très expérimentés, payer des solutions, des outils, avoir des équipements beaucoup plus appropriés pour pouvoir délivrer un service de qualité. Alors, vous n'êtes pas État, ça veut dire que vous avez un pouvoir un peu limité et peut-être comment vous arrivez à surmonter, malgré tout ce que vous venez de dire, comment vous arrivez à être là, à prendre les coups, à supporter, à comprendre ceci, à comprendre cela, à avancer malgré tout. Comment vous arrivez? On se débrouille avec les moyens de bord. On est une société. D'abord, avant de montrer à un entrepreneur c'est quoi un business model, il faut qu'on travaille nos business models. On travaille sur notre business model qui soit viable pour qu'on puisse au moins les supporter parce qu'on fonctionne sur fonds propres. Comprenez? Donc du coup, il faut que nous déjà, si les entrepreneurs qui viennent nous voir, s'ils voient que ça marche, donc ce qu'on a fait pour que ça puisse marcher, c'est ce qu'on les apprend pour que ça puisse marcher. Donc du coup, il faut travailler, il faut créer de la valeur. Est-ce que vous allez arrêter un jour? Non, je ressemble à quelqu'un qui a battu. Non, lâche pas. En fait, ce pays, personne ne viendra construire ce pays. Ce que vous faites, moi je loue votre travail. On est dimanche, on est à 19h ici, on est en train de travailler. On le fait pour ce pays. C'est aussi notre mandat, notre part de responsabilité à travailler, quelles que soient les conditions, quel que soit l'environnement, pour que ça marche. Ce n'est pas les Chinois qui viendront faire ici. C'est la somme de nos efforts qui vont nous permettre de pouvoir au moins changer les choses ici. Donc, nous, on ne peut pas être pessimiste. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit autour de l'écosystème. On a maintenant, ça parle de l'intelligence artificielle, ça parle des menaces de l'emploi. Il y a tellement de choses dans l'écosystème actuellement. Certains peuvent être des éléments perturbateurs. Comment vous arrivez peut-être à garder votre vision, à rester intact, à viser encore plus haut et sans être distrait par ces mouvements-là? C'est ce que je disais à l'entame de ma communication. En fait, structurer, je reviens sur le thème, structurer et financer l'innovation. D'accord? D'accord? Ça passe par des étapes. Avant le financement, il faut structurer. À mon sens, structurer, c'est mettre le pont entre l'entrepreneuriat et l'école. Ça veut dire quoi? Il faut former les gens. D'accord? Mettre le pont entre l'entrepreneuriat et l'école, c'est que les enfants très tôt doivent avoir ces skills les permettant demain d'être, les compétences les permettant d'être de bons entrepreneurs, parce qu'ils sont préparés sur plein de choses. Je voudrais parler de leadership, je vais parler de soft skills, je vais parler des compétences métiers, je vais parler de la responsabilité, d'accord? La prise de risque, l'initiative, ça c'est des choses qu'il faut enseigner, pas que seulement des démonstrations mathématiques.
C'est des choses qu'il faut inculquer. Là, on aurait mis le pont pour vite quitter l'école et passer à l'entrepreneuriat. Il faut le passer. C'est une façon de structurer, c'est le rôle de l'État. Ça veut dire quoi? Il faut voir le système d'enseignement à la base. On est d'accord? Alors, non, on est d'accord? Exactement. Au-delà de ça, s'ils sont préparés à ça, ils auront une idée critique face à tout ce que vous venez de dire. Dire que l'IA va fermer des marchés, ça dépend. Tu vas dire à quelqu'un, et là, tu diras ça à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, qui ne sait pas c'est quoi l'IA. D'accord? Est-ce que tu vois? Très bien. Oui. Voilà. Donc, du coup, s'il a une distance critique vis-à-vis de ses idées reçues, il pourra mieux se préparer. D'accord? Par rapport à ce qu'il fait. Si l'IA est une menace, mais si c'est une menace, apprends l'IA. Ça ne va plus être une menace pour toi. Parce qu'il a été préparé à ça. Il va faire ce qu'on appelle de l'anticipation. On parle de résilience. Il sera résilient. Il va essayer de s'équiper, de s'outiller, comment dirais-je, des aptitudes, des connaissances, des capacités, le permettant d'être résilient. Parce qu'il vit de son business. Son business ne doit pas mourir. Qu'est-ce qu'il faut pour ne pas mourir? Il va l'apprendre. Parce que c'est des choses qu'ils ont appris. Donc, je vais parler du pont entre l'école et l'entrepreneuriat. C'est la formation, monter en compétence, la sensibilisation, l'éducation. Développer la culture entrepreneuriale. D'accord? Avoir le goût du risque. L'apprendre que échouer n'est pas une fatalité. Tu échoues pour apprendre à aller vite. Mais après, il faut aller loin. Le régulateur et la start-up et l'entrepreneur, il faut mettre le pont pour que le régulateur puisse communiquer et que l'entrepreneur comprenne, voici les menaces en termes légaux, réglementaires et anticipés. Comme ça, son business ne meurt pas. D'accord? Et aller loin. Il faut qu'il y ait le pont entre les politiques publiques, d'accord, et nos réalités du terrain. Si les politiques publiques qui sont sorties matchent étroitement avec nos réalités du terrain, donc, l'entrepreneur est protégé. Exactement. Oui. D'accord? Tout à fait. D'accord. Au-delà de ça aussi, les politiques vont dans le sens à encourager des solutions ou les entrepreneurs qui proposent des solutions qui règlent les problèmes ici, endogènes chez nous. In fine, personne n'est menacé. D'accord? Donc, c'est ça la structuration. Voilà pourquoi je vous ai parlé d'un État catalyseur. Ces leviers-là, c'est ça à lui. Et qu'il y ait des mécanismes de financement aussi, pour ne pas que les gens ils commencent après 3 ans, ils meurent. Donc, si ce problème-là, si ce côté-là est réglé, on revient maintenant au financement, d'accord? Alors, sur l'écosystème. Exactement. Alors, vous êtes membre de... Si vous permettez, je voulais juste finir, parce que pour construire, au niveau de la construction de cet écosystème dont vous parlez, structurer c'est quelque chose, mais il faut mettre aussi en place des mécanismes de financement adaptés. Puisque là, on est bon. Apporter de mécanismes de financement, apporter de l'expertise. Parce que si tu ne connais pas les choses, si tu t'emmènes les pinceaux, tu ne peux pas t'en sortir. Exactement. D'accord? Apporter de l'expertise et qu'il y ait de la mobilité. Il faut que les gens se mobilisent. Parce qu'on a une même vision, on a nos forces qui convergent. Il faut qu'on se mette ensemble pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir réussir des choses. Aujourd'hui, vous avez 2 entités différentes ici. On essaie de se mettre ensemble. Peut-être qu'un étudiant qui va écouter ce podcast, même si tout ce qu'on dit n'est pas pertinent, mais une seule chose peut l'aider. D'accord? Donc il faut que les synergies se créent, que les gens acceptent de pouvoir travailler ensemble, que chaque acteur joue son rôle. C'est comme ça qu'on peut construire un écosystème. Alors, quand on sort du cadre guinéen, vous êtes membre de plusieurs organisations qui visent à développer l'écosystème numérique en Afrique. Vous séjournez avec vos homologues africains qui viennent d'un peu partout. Est-ce que dans vos échanges, les mêmes problèmes se retrouvent partout en Afrique? Bon, moi je pense que nos pays, les difficultés sont vraiment symétriques. Vous retrouvez les mêmes difficultés dans les pays, mais c'est les réponses qui diffèrent. Comme je vous ai dit, si par exemple dans un pays, en Guinée, ou bien si au Sénégal, les autorités publiques, au niveau, mettre des politiques publiques intégrées qui prennent en charge le besoin de l'écosystème des acteurs, des entrepreneurs, ça permet vraiment de pouvoir régler leurs problèmes. Donc ça veut dire que les choses vont beaucoup plus avancer chez eux. D'accord? Si en Côte d'Ivoire, il y a des initiatives qui permettent vraiment cibler des politiques publiques qui permettent de prendre en charge les questions liées
à l'accès aux infrastructures de base, c'est-à-dire Internet, d'accord, les infrastructures pour pouvoir, les espaces de travail, les labs par exemple, d'accord, les incubateurs, les accélérateurs. Il y a des mécanismes de financement aussi pour pouvoir avoir accès au financement, ne serait-ce qu'en amorçage, en précide, ça va permettre d'aller plus vite. D'accord. Il y a des écoles où les gens sont encore bien formés. D'accord. Il y a des banques qui comprennent que oui, les entrepreneurs ont besoin d'argent. Ils mettent des mécanismes les permettant de vraiment les accompagner. Où il y a des guichets, il y a des fonds pour pouvoir prendre en charge toutes ces difficultés qu'on a citées depuis là. Ça va de soi que ces pays-là avancent que nous. Exactement. Mais à la base, les mêmes réalités sont là. Maintenant, aujourd'hui, la différence va se situer où? C'est la responsabilité. Si vous avez des politiques publiques vraiment structurées pour pouvoir adresser ces problèmes, donc l'entrepreneuriat va se développer. Le secteur privé va se tenir sur ses deux pieds. D'accord? Les gens vont créer de la richesse. Il y aura moins de plaintes. Mais ça ne peut pas être linéaire partout. Parce que c'est dynamique. Exactement. Est-ce que tu vois? Il faut qu'il y ait des politiques pérennes, bien réfléchies, ancrées sur nos réalités. D'accord, qu'on aille au-delà même de la volonté, parce que si c'est la volonté, elle peut être limitée, qu'il y ait des engagements. Croire que l'entrepreneuriat est un levier vraiment qui peut nous permettre d'aller vers l'émergence. Et pour cela, identifier les mesures, les politiques à mettre en place, prendre des actions vraiment responsables et identifier aussi rapidement les leviers qu'il faut actionner pour pouvoir régler ce problème. Là, on ira vite. Donc, ce n'est pas un problème de pays, c'est un problème de leadership. Alors, au niveau des personnes en charge de ces questions. Heureusement que vous vous êtes dit un jour, il faut que je m'intéresse à cette question pour apporter ma part de contribution. Alors, avec tous les jeunes, avec tous les jeunes avec lesquels vous travaillez, si vous parvenez par exemple à prendre une entreprise d'un point A à un point B et que vous voyez cette entreprise en train d'émerger, est-ce que vous voyez en elle une part de vous-même? Comment vous vous sentez? Fierté. Moi, je suis fier quand je suis en face de vous. Je ne le fais pas avec un Malien ou un Chinois. C'est un jeune Guinéen qui prend son temps les dimanches. Au lieu d'aller jouer au football ou autre chose, tu es là. Au lieu de regarder Messi et autres, tu es en train de parler d'une question. Tout ce dont on parle ici, c'est très, très structurant. Ça y va dans l'avenir même du pays. Donc, je ne peux être que fier. Je ne peux être que fier. C'est un sentiment de fierté quand nous accompagnons, pas moi, la Trusty accompagne une boîte et que je suis dans mon véhicule, je vois l'enseigne de la boîte, son bureau et machin, ça fonctionne, mais je suis plus que fier. Parce que comme je vous ai dit à l'entame, la réussite, elle est sociale. Et ça, quand un entrepreneur sort la tête de l'eau, il réussit, mais c'est toute une famille. Il vous arrive parfois d'effectuer des visites inopinées à ces entreprises que vous aidez parce que vos programmes d'accompagnement sont limités dans le temps. Mais est-ce qu'au-delà de ce temps, vous dites un jour, attends, je vais voir telle entreprise qui nous a quittés il y a qu'on a accompagné il y a quelques mois, il y a quelques années. Est-ce que parfois vous prenez cette initiative-là pour aller les visiter, voir comment ça se passe pour elles? Ouais, je vous ai dit qu'on peut mettre un programme. Au-delà du programme, on a des accords post-accompagnement. Quand ils sortent du programme, durant 6 à 1 année, on est avec lui. Mais nous, on réfléchit en communauté. On est une communauté. Ceux qui passent chez nous, ils sont de la communauté Trusty. Là, je parlais avec Cabinet, il me dit qu'il a vu que je devrais venir pour le podcast, que s'il vient avec moi, je dis c'est comme tu viens, on va échanger ensemble. On est une communauté. Tout ce qui passe chez nous, c'est une communauté, on est ensemble. Et nous, notre vision, c'est quoi? C'est travailler avec, c'est développer cette communauté d'entrepreneurs qui travaillent avec nous et faire du business entre nous. Après, derrière, c'est créer carrément notre écosystème. C'est-à-dire c'est un écosystème où quand tu rentres dans la communauté, tu as tout. Tu as une boîte, si tu veux faire du transit, qui fait du transit. Tu as une boîte, par exemple, si tu veux faire du digital, qui fait du digital. Si tu veux acheter des billets, tu as une boîte qui fait du billet. Si tu organises un événement, tu peux passer par une billet. Il faut qu'ils fassent du business entre eux. D'accord? Donc c'est une communauté, quand ils rentrent, on n'a pas besoin de se déplacer, ils sont là, on se voit, on se parle, on s'écrit. Comprenez? Ok. Ouais. Nous avons épuisé presque les questions essentielles de ce programme, mais bien avant, votre influence sur l'écosystème n'est plus à questionner. On va peut-être évoquer la vision derrière l'héritage que vous aimeriez laisser. Dans 10 ans, comment vous aimeriez qu'on parle de vous, qu'on observe vos impacts sur le terrain en Guinée et en Afrique? Vous pensez qu'on a de l'influence?
Exactement, parce que tous ces cas de réussite que vous êtes en train d'évoquer, c'est pas petit. On n'a pas encore d'influence. Parce que nous, notre objectif, c'est qu'on accompagne une boîte qui sera une licorne. Comme ça, quand on est assis à Paris ou bien qu'on est assis à Abidjan, on dit c'est une licorne guinéenne. Elle est passée chez Trusty. Le job n'est pas fini. On n'a pas encore d'influence. On essaie de mettre les pièces en place pour que, la Guinée soit sur le map. Quand on parle de start-up, quand on parle d'entrepreneuriat, qu'on puisse citer la Guinée, qu'on cite les start-up guinéens. Quand on parle d'événements, qu'on cite la Guinée sur le map. Chaque année, qu'on puisse réunir toute la crème de l'écosystème tech africain et mondial sur 2 ou 3 dates en Guinée pour qu'ils viennent. Ça, c'est une mission. On l'a fait que 2 fois. On n'a pas encore de retour. Il faut qu'on le fasse, qu'on le pérennise, que les gens les mettent dans leur agenda, qu'ils savent que chaque année, ils doivent venir en Guinée. Il faut qu'on sorte une licorne. À l'international, on dit oui, c'est une start-up guinéenne qui a levé 5 milliards de dollars. Il faut qu'on arrive. Ça passe par la convergence d'efforts, que tous les acteurs de l'accompagnement jouent leur rôle pour qu'on puisse au moins sortir. On n'en a pas. Moi, quand je suis chez moi, je suis sur LinkedIn, je vois telle start-up ivoirienne a fait ça, ou bien telle sénégalaise l'a fait, ou bien du Caire l'a fait, ou de la France. Ils ne sont pas plus intelligents que nous. La Guinée, c'est un grand pays. On a des gars super intelligents ici. Moi, je vois des entrepreneurs très sérieux ici, d'ailleurs très jeunes, parce qu'ils commencent très jeunes ici, mais l'idée c'est de les accompagner. Il faut les accompagner, il faut les soutenir. Et nous, notre mandat, c'est ça. On compte le faire en synergie avec tout le monde pour qu'on en arrive là. Mais le jour où on aura une licorne guinéenne, et le jour où les gens vont de façon naturelle mettre dans leur tête que oui, chaque année on doit tous se retrouver en Guinée, on aurait réussi notre mission. Mais pour le moment, on n'a pas d'influence, on n'a pas atteint nos objectifs, on est en train de déployer. Et on compte mettre tout le monde à contribution pour qu'on en arrive sur ces objectifs. Très bien. Alors, M. Kaba, vous êtes fruit de plusieurs épreuves, des écoles, en passant par vos expériences du terrain. Vous avez même travaillé avec l'État à un moment donné avant de partir poursuivre votre étude. Alors, est-ce que tout au long de votre parcours, vous avez une fois rencontré quelqu'un, un aîné, un collaborateur, un frère, un plus jeune que vous, dans n'importe quelle situation où vous avez reçu des conseils que vous continuez à appliquer aujourd'hui? C'est ma mère et mon père. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Mon père s'est construit sur le tas. Il a monté sa boîte, il nous a blanchis, il nous a nourris, on a tous étudié, on a fait des études universitaires. Donc c'est mon mentor, c'est ma référence de préférence. Et quel est son conseil préféré qu'il vous donne souvent? Ne sous-estime personne, ne surestime personne. Ne sous-estime personne? Ne sous-estime personne, ne surestime personne. Il faut croire en tes efforts. C'est un conseil d'humilité. Alors, pour un jeune qui vous regarde, si un jeune qui vous regarde, les jeunes n'ont pas forcément accès, c'est pas arrivé à tout le monde qu'on vous rencontre, dans les couloirs, dans la rue, un peu partout. Et si vous avez un conseil à donner à un jeune qui porte son projet quelque part, loin, dans l'ombre, qu'est-ce que vous avez à lui dire comme conseil? La foi et la confiance en lui. La foi et la confiance. Il faut avoir la foi, la confiance et la persévérance. Si tu as la foi, tu as la confiance en soi, tu as la persévérance, tu réussis à tous les coups. Il faut avoir la foi. La foi, c'est l'éternel élixir. Il faut toujours avoir la foi. Toujours avoir la foi. Ouais. Alors, M. Kaba, il ne nous reste qu'à vous dire merci pour votre disponibilité, d'avoir été là pour donner ces enseignements. Alors, pour finir, je vais vous laisser donner votre dernière lecture dans un premier temps sur ce que nous faisons à Nimba et dans un second temps sur ce que vous aimeriez dire, le message que vous aimeriez passer à l'ensemble des personnes qui vous regardent. Alors, avant le message, déjà, ce n'est pas de l'enseignement, c'est un échange. De par ton humilité, moi j'ai appris beaucoup de choses. Comme je te dis, moi j'ai eu à travailler avec Maïmouna qui nous a joint l'année dernière, on a travaillé. Donc quand je viens à Nimba, je me dis qu'il faut que je communique avec lui, je peux faire 30 minutes au téléphone, on échange avec lui. Donc du coup, nous on est toujours dans une dynamique d'apprendre au contact des autres. Donc je suis très, très heureux d'être ici et je reste toujours disponible pour ces échanges. Je pense qu'on doit multiplier ces genres d'initiatives pour que les gens puissent au moins échanger, que chacun, en toute humilité, à travers son parcours, peut partager des conseils, des tips
qui peut permettre au moins aux plus jeunes ou aux aspirants entrepreneurs d'être en confiance, de croire à ce pays, parce qu'on a tout dans ce pays. On a des grandes personnes qui sont passées par ici, qui ont fait comme la fierté de l'Afrique, du monde. Donc ça veut dire que cette jeunesse a sa partition à jouer. Et cette mouvance, cette dynamique entrepreneuriale, ici, tu vois, tu entends partout, les concours, les événements et autres, doit être chapeauté par quelque chose. Il faut qu'on ait une licorne guinéenne. D'accord. Il faut que les jeunes prennent le lead, qu'ils sachent que oui, on peut le faire comme les autres l'ont fait. Donc, moi, c'est ce message. Il faut toujours avoir la foi, comment dirais-je, être persévérant et ne rien lâcher. C'est très important. Et merci aussi pour l'opportunité. Merci beaucoup, M. Kaba. Et la foi. La foi. C'est très important. Il faut qu'on reprenne cela pour les plus jeunes qui nous regardent. Ouais. S'il faut retenir quelque chose, si vous tenez un projet, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Il faut être persévérant. Il faut être persévérant. Et ne rien lâcher. La persévérance, déjà, c'est ça. Ok. Faut rien lâcher, mais il faut la foi. Et le message que je peux partager quand même, hein, si vous le permettez à la jeunesse, c'est qu'il faut se former. Il faut se former. Parce que ça va se jouer sur la formation. Ceux qui vont accepter aujourd'hui de se former sur le standard pourront concurrencer avec ceux qui sont à San Francisco, qui sont en Chine, qui sont au Japon. La seule chose qu'il faut dire aux jeunes, il faut qu'ils se forment. Il faut qu'on se forme tous. Parce qu'on doit avoir le même niveau que le petit français, que le petit américain, et apprendre l'anglais. Parce que ça se joue sur ça. Il faut bien se former et apprendre l'anglais. Et pourquoi vous insistez sur l'apprentissage de l'anglais? Parce que ça se joue sur ça. On était quelque part, moi des fois il m'arrive de bouger, de sortir de ce pays, mais quand tu pars dans ces milieux, les gens ne parlent qu'anglais. Aujourd'hui, les concours de pitch à l'international, si tu veux avoir de l'argent, c'est en anglais. Ceux qui ont l'argent parlent anglais, ils ne comprennent pas français, ces gens-là. Même quand tu les parles français, ils te parlent anglais. Mais il faut parler anglais. Les meilleurs bouquins sont en anglais. Les meilleurs outils sont en anglais. D'accord? Voilà, le plus grand pays de ce monde. Quand tu parles entrepreneuriat, les gars, ils te disent Silicon Valley. Ils te disent États-Unis. Ils te disent Stanford, ils te disent Berkeley, ils te citent quoi, Harvard, tout ça. Ces gens-là, ils parlent anglais. Les VC, ils parlent anglais, ces gens-là. Quand tu vas sur leur plateforme, ils parlent anglais. Moi, tout à l'heure, je vous parlais d'investisseurs providentiels, c'est pour que vous compreniez. Ils vont te dire, eux, business angel. Il faut que tu parles anglais. Il faut que les jeunes parlent anglais. Et même dans les programmes d'accompagnement, il faut mettre des cours d'anglais dans les structures, il faut les pousser à parler anglais. Il faut que nos entrepreneurs parlent anglais. Tout le monde, nous, on est en train d'apprendre l'anglais aussi. Il faut parler anglais. Parce que ce que tu dis en français, si tu ne peux pas dire en anglais, tu limites ta chance. D'accord? Donc, anglais, formation, il faut qu'ils se forment. Les technologies émergentes qui sont là aujourd'hui, il faut les apprendre. Parce que si on n'apprend pas ces technologies, c'est les autres qui vont l'apprendre. Et s'ils apprennent, ils auront des longueurs d'avance sur nous. Donc, il faut parler anglais. Il faut se former. Il faut se former. Il faut se former. Il faut se former. Merci beaucoup, M. Kaba. Ouais. Merci. Alors, merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Nous sommes arrivés à la fin de ce podcast Griot Digital. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec d'autres expertises, bien sûr, à votre portée. Nous étions avec M. Ibrahima Khalil Kaba, un numéro spécial, plein d'enseignements. Merci à vous de nous avoir préférés jusqu'ici et à très bientôt.